Merci, Monsieur Berthoud. La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis des semaines, avec mes collègues de la Commission, avec le ministre et avec de nombreuses personnalités extérieures, nous avons beaucoup travaillé sur le contenu de cette LPM. Si vous le permettez, je limiterai donc mon intervention à 7 observations. Premièrement, le projet de loi de programmation militaire qui nous est soumis est le moins mauvais possible, cela a été dit, mais dans un contexte budgétaire donné. Il maintient les forces de dissuasion nucléaire, préserve la cohérence de notre format d'armée, cohérence stratégique, mais aussi cohérence capacitaire. Je vous en donne volontiers acte, Monsieur le ministre. Deuxièmement, comme dans la précédente loi de programmation, la priorité est, dans l'intention au moins, donnée aux équipements. Une armée moins nombreuse, plus réactive parce que mieux équipée, mais aussi mieux valorisée. C'est une priorité que les armées connaissent bien. Et n'en déplaise aux uns et aux autres, c'est la même priorité qu'en 2008, donc acte également. Troisièmement, tout cela ne vaut que sous réserve que la programmation soit exécutée à l'euro près, ce qui, je le rappelle, n'a jamais été le cas. Divers amendements de sénateurs, de notre commission, mais aussi d'autres commissions, tentent de garantir la bonne exécution budgétaire de cette LPM. Le président Carrère, toujours en pointe pour notre commission, en a longuement parlé ce matin. Garantie pour les ressources exceptionnelles, garantie des crédits budgétaires en cas de non-export du Rafale, en cas de dépensement éventuel des crédits des OPEX ou les reports de charges 2013. J'y souscris pleinement, mais ne nous leurrons pas. Chaque année, c'est la loi de finances et elle seule qui sera le juge de paix. La Commission a souhaité également que le Parlement se donne les moyens de contrôler l'application de cette programmation. J'y suis bien entendu, comme tous mes collègues, très favorable et je n'y reviens pas. Tous ces éléments, je l'avoue, ont pesé sur le choix de mon vote. Quatrièmement, le prix à payer pour dégager des marges de manœuvre en faveur de l'équipement est élevé. Il s'agit d'une part de la réduction du format qui touche aussi bien les équipements que les effectifs. Je vous rappelle que nous considérions ce format comme juste insuffisant. On se demande quel qualificatif nous emploierons pour notre prochain rapport. Cette réduction est rude en effectifs, dans l'armée de terre en particulier, et rude en équipement, je pense à l'armée de l'air avec les avions de chasse. N'oublions jamais que la quantité compte aussi, Monsieur le ministre. De plus, le nombre d'avions, de bateaux, d'hélicoptères, de moyens terrestres que nous commandons est important. Mais les lots de pièces de rechange et plus encore les munitions le sont tout autant. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de bombes et de missiles dont nous savons tous ici, et c'est un euphémisme, qu'ils sont longs à fabriquer. De ce point de vue, le projet de LPM va trop loin dans la réduction des munitions. C'est pourquoi je proposerai avec quelques collègues un amendement destiné à y remédier. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'envoyer des soldats au combat sans leur donner les moyens de combattre. La satisfaction des besoins opérationnels de nos forces est essentielle. D'autre part, le deuxième vrai problème concerne l'étalement des programmes dans le temps et la réduction des cibles. Nous le savons tous, cela se traduit mécaniquement par une explosion des coûts unitaires et une obsolescence native des derniers équipements livrés. Cela n'est pas satisfaisant. Le seul moyen d'en sortir est la coopération européenne. Et comme beaucoup d'entre vous, j'attends avec impatience les avancées concrètes et pragmatiques du sommet de décembre des chefs d'État. Le Sénat, au travers de notre rapport,
a ouvert des pistes que je crois porteuses d'avenir. 5e observation, le cadre budgétaire qui est tracé n'est pas le bon. Si tout se passe bien, l'effort de défense de la Nation va descendre en dessous de 1,5 de PIB et atteindra 1,3 en 2018. À ce niveau-là, il nous faudra renoncer à des capacités et cela sera particulièrement douloureux. 6e, face à cette diminution programmée de l'effort de défense, il est facile de polémiquer, de se rejeter mutuellement la faute, mais cela ne fera pas avancer les choses et c'est pourquoi nous devrions, au contraire, essayer de trouver ensemble des solutions. Parce que c'est ensemble, je le dis à chacune et chacun d'entre nous, que nous aurons à répondre des choix qui seront faits aujourd'hui. C'est pour cette raison que je crois profondément que les questions de défense doivent déplacer les clivages partisans et que nous devons nous efforcer de rester unis à vos côtés, Monsieur le ministre. Vous bénéficiez des choix, bons ou mauvais, de vos prédécesseurs. De la même façon, vos successeurs bénéficieront de vos choix et de nos choix. Aussi, je vous propose dès aujourd'hui de trouver des solutions pour desserrer cet étau budgétaire, au moins le temps nécessaire pour retrouver une meilleure fortune. Précisément, et ça sera ma 7e et dernière observation, nous avons cette possibilité. Monsieur le président rapporteur, vous avez appelé à de multiples reprises à un maintien de l'effort à 1,5 du PIB et même à une remontée dès que possible à 2%. Nous y adhérons tous sans limite. Mais je vous dis que cela est possible dès maintenant. Il suffit de s'en donner les moyens en cédant une vingtaine de milliards d'euros de participation publique sur 5 ans. C'est ce que je vous inviterai à faire avec des collègues lors de la discussion des amendements. Nous pourrons ainsi, les uns et les autres, mettre nos actes en accord avec nos paroles. Cette proposition est possible puisque nous savons que l'État dispose encore de plus de 75 milliards d'euros de participation dans des sociétés cotées, sans compter les sociétés de défense non cotées, telles que Nexter ou DCNS, qui valent ensemble plusieurs milliards d'euros. Cela est nécessaire, car les prérogatives de l'État en matière de politique industrielle de défense ne passent plus par une participation au capital d'une entreprise, mais par des actions spécifiques, les fameuses Golden Share. Et vous savez qu'en plus, la participation de l'État français entrave souvent tout rapprochement au niveau européen. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a déjà commencé à le faire en vendant 2 milliards d'euros de participation, notamment en cédant 3% du capital de Safran. Je propose qu'il continue, Monsieur le ministre, et que ces cessions bénéficient directement au budget de la mission défense. Sinon, mes chers collègues, nous aurions les privatisations sans sauvegarder la défense. C'est en pensant aux hommes et aux femmes de la défense, à la préservation de nos capacités opérationnelles, à la sauvegarde de nos industries de défense et aux emplois qu'elles génèrent, mais aussi au nécessaire soutien à notre R&T, que nous vous proposerons plusieurs amendements dans ce sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gautier. La parole est à Monsieur